Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour le premier Face aux chrétiens de l'année, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous recevons pour ce premier numéro de Face aux chrétiens Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît avec deux casquettes, celle de l'écologiste, puisque vous avez été élu européen en 2004 sous la couleur donc des Verts. Et puis depuis en 2007, vous êtes passé au MoDem, vous êtes vice-président du MoDem et toujours député européen. Oui. Alors pour ce Face aux chrétiens, vous serez interrogé par Corinne Laurent de La Croix, Clément Soudaille de Radio Notre-Dame et Romain Mazneau de RCF. Alors, vous êtes un écolo, mais un écolo plutôt de gauche, puisque vous avez soutenu la candidature de François Hollande. Au second tour. Au second tour, oh, tout de même, bien sûr, François Bayrou, comme François Bayrou, bien sûr. Et ensuite, vous avez lancé un appel à soutenir la majorité présidentielle. Alors, je suis allé sur votre site et dites-moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de signatures pour soutenir la majorité présidentielle. Alors, combien de centristes ont envie de soutenir aujourd'hui le gouvernement ? Je le dirais autrement. Combien de démocrates et combien de personnes issues de la mouvance centrale ? Plusieurs centaines. Je ne cherche pas des milliers de signatures. Dans le réseau que je monte depuis quelques semaines, et qui est un réseau dans le mouvement démocrate, mais aussi hors mouvement démocrate, avec des démocrates de toute tendance et de toute sensibilité. Il y a plusieurs dizaines d'élus de grandes villes de France. Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Dijon, Grenoble. Je ne fais pas un comptage permanent. J'essaie de faire... Quelle est l'idée derrière tout cela ? C'est pas de soutenir la majorité présidentielle parce qu'elle est majorité présidentielle, parce que c'est François Hollande. C'est de voir dans quelle situation se retrouve notre pays, notre République française et l'Union européenne. Qu'est-ce qui est nécessaire pour redresser la République française et reconstruire l'Union européenne ? Je pense que... trop de temps perdu par rapport à tout cela, par rapport à ces crises diverses et variées qui ne sont pas terminées, loin de là, c'est une perte de temps absolument négative. On doit travailler. C'est ce qu'on a dit pendant la campagne présidentielle, hein, sur le côté, union nationale démocratique mettons en place dans notre pays et aussi en Europe pour permettre la sortie de crise au pluriel. Mais moi, je vous pose la question autrement. Qu'est-ce qui peut amener un centriste aujourd'hui à soutenir un gouvernement socialiste? Pourquoi un centriste soutiendrait-il le gouvernement Ayrault? Les termes ont de l'importance. Est-ce que ce gouvernement est socialiste? Il est animé par des gens qui adhèrent au Parti socialiste. Est-ce que ce gouvernement est socialiste? Le monde entier vous dira, attendez, en quoi ce gouvernement est socialiste? Est-ce que le mouvement démocrate et ce que nous représentons autour de François Bayrou, avec d'autres comme moi-même, est-ce que tout ça se résume au centrisme? Non. Ce sont des humanistes, des démocrates, des gens issus des mouvances centristes diverses et variées. Vous voyez bien que sur la place publique aujourd'hui, il y a une autre formation qui s'est créée depuis maintenant quelques mois, qui se situe directement, complètement au centre droit et qui se revendique du centrisme. Je pense qu'il nous faut dépasser tous ces cadres-là. C'est l'histoire du mouvement démocrate, l'histoire compliquée, difficile, qui est comprise, je crois, par l'opinion publique, en termes génériques, en termes généraux, qui est moins comprise, évidemment, en termes politiques, parce qu'on bouge les lignes, et qu'on se retrouve, quand vous écoutez François Bayrou depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il fait une critique extrêmement lucide du gouvernement, voire même souvent extrêmement positive, des axes qui ont été pris par François Hollande, voire même par le Premier ministre. Donc dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut nous cataloguer comme étant uniquement centristes? Je ne le crois pas. Une question de Romain Mazneau de RCF. Alors dans l'actualité récente, il y a la censure de la taxe à 75% par le Conseil constitutionnel. C'était une des mesures phares du candidat François Hollande. Est-ce que vous diriez, comme Thomas Piketty, l'économiste de gauche qui a inspiré en partie le programme fiscal de François Hollande, qu'on est là face à de l'amateurisme, à une improvisation fiscale consternante? Ce sont ses propos. Ouais, j'aime beaucoup ce que fait Thomas Piketty. Hein. Je suis ça de très près. Ce qu'ils disent sérieusement, hein, vous le savez évidemment, c'est que ce pays, comme l'Union européenne d'ailleurs, a besoin d'une réforme fiscale. On en parle, et on ne la fait jamais. Et ce sont des quarts de mesure, des tiers de mesure. Le symbole... Ce n'est pas une mesure plus que symbolique, cette taxation des revenus au-delà de 75%. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que ça a été fait exprès pour que ça ne passe pas? Moi, je ne sais pas. Quand je regarde la façon dont ça a été fait, c'était
quoi qu'on pense du Conseil constitutionnel, de la façon dont il est nommé, c'était quand même forcément, le Conseil constitutionnel forcément allait refuser, puisque c'est pas comme ça qu'on calcule l'impôt sur le revenu, puisque c'est par espace familial et pas par individualité. Donc il y a un côté là-dedans d'amateurisme, mais peut-être allez, on essaye de faire sans vouloir vraiment faire. Et sur le fond de la mesure, lui dit que c'est de la poudre aux yeux, voilà. Oui, le symbole, si on parle au niveau impôt, c'est de la poudre aux yeux. Si on parle du symbole, ça n'est pas de la poudre aux yeux. Vous voyez bien la polémique qui a lieu en ce moment autour du cinéma français. Pas autour des histoires de Depardieu, non, mais autour des salaires, des revenus des acteurs et des actrices. Donc ce sont un peu les mêmes qu'on a eu par rapport aux footballeurs, qu'on a eu par rapport à tout ce qui est show business, ou alors par rapport au très très grand patronat. Ce sont ces espaces plus que symboliques dans quelle est la définition qu'on donne de la redistribution des finances et publiques et privées. Et alors, une question de Corinne Laurent de La Croix. Est-ce que vous pensez que cette invalidation des 75% est l'occasion de remettre à plat toute la fiscalité française? Moi, j'attendrais d'un gouvernement de Jean-Marc Ayrault de remettre à plat tout cela, oui. De voir comment l'impôt sur le revenu et la CSG, on ne va pas faire de la fiscalité comme ça. En plus, je ne suis pas vraiment le plus grand spécialiste qui existe sur la planète politique française. Mais clairement, à un moment donné, on a besoin de bousculer tout ça. Et de faire que les choses soient simplifiées, facilitées, aussi bien au niveau d'ailleurs des salariés que des entreprises. Clément Soudaille de Radio Notre-Dame. Mais alors que serait une réforme fiscale en profondeur et qui ne soit pas que symbolique? Parce que bon, le symbole, ça change pas grand-chose. Comment on passe vraiment à un stade de redistribution réelle? Comment on passe à un stade de taxation des revenus financiers? Comment on passe à un stade de facilitation par rapport à tout ce qui est petites et moyennes entreprises? Comment on fait? Tout ça demande de repartir, de remettre à plat, et surtout, et c'est là le plus difficile, de faire qu'avec X pays européens, on va dire 7, 8, 9, 10 pays européens, on avance petit à petit, progressivement, vers une fiscalité commune, avec l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, enfin les grands pays européens. Je ne parle pas de l'Angleterre parce que ça c'est encore plus compliqué. Corinne. Oui, à ce propos, Valéry Giscard d'Estaing propose de créer un grand espace européen, une communauté européenne budgétaire, monétaire, fiscale, à l'horizon 2030. Vous pensez que c'est un bon objectif? C'est un bon objectif s'il y a un vrai budget européen. Un vrai budget européen, aujourd'hui, et on y reviendra par rapport aux politiques de crise, comment on peut les gérer et en France et dans le cadre européen. Un vrai budget européen, ce n'est pas 1% du produit intérieur brut, c'est monter progressivement vers 2%, 3%, 4%, 5%. Il faut arrêter ce système où les États-nations essayent de payer le moins possible. Si on a envie de faire de la redistribution, des plans de relance réels par rapport à la recherche, à la technologie, aux productions énergétiques, par rapport à la santé, il faut des moyens financiers. L'Union européenne doit pouvoir s'en doter, et donc ça va de pair avec ce que dit Valéry Giscard d'Estaing dans ce cadre. Qu'est-ce que le centriste que vous êtes trouve de plus positif dans ce gouvernement Ayrault depuis le début? C'est difficile de dire plus positif parce qu'il y a eu quand même pas mal de positif, disons. Positif, c'est le côté, on est quand même l'espace post-Nicolas Sarkozy, énervé, fracturant, mettant en opposition différentes fractions de la population. Cet espace-là est quasiment maintenant, on est dans un espace apaisé. Alors ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que... On ne va pas vivre avec toujours ce souvenir de Nicolas Sarkozy sans se baser là-dessus pour se justifier. Non, mais ça, je ne justifie rien. Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Il se débrouille très bien tout seul. Enfin, très bien tout seul. Ça reste encore à vérifier, d'ailleurs. Mais passons. Non, attendez, quand même. Ça fait que 6 mois. La situation dans laquelle était le pays par rapport à la dette publique, par rapport aux crises diverses, par rapport au poids de la France dans l'Union européenne, à ce niveau-là, est-ce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont? Le poids de Nicolas Sarkozy et le bilan de Nicolas Sarkozy était extrêmement négatif. Romain Masneau de RCF pour une question. Un autre sujet qui va être d'actualité brûlante en ce mois de janvier, c'est le mariage homosexuel. Si la manif pour tous contre le mariage homosexuel renouvelle le 13 janvier son succès du mois de novembre, est-ce que ça peut influencer la teneur des débats à l'Assemblée? Est-ce que le gouvernement pourra se permettre de laisser passer la PMA, comme il le laisse entendre, par la voie d'un amendement parlementaire, par exemple? Bon. Je veux choquer personne. Enfin, je veux essayer de choquer personne. Moi, je suis pour le mariage pour tous. Enfin, si le débat avait eu lieu un peu plus en amont et qu'un certain nombre de décisions dans un certain nombre de pays européens n'avaient déjà pas été passées par Portugal, Espagne et plein d'autres pays, le mariage pour tous. OK. Je crois que dans l'espace français, la République française dans laquelle nous sommes, l'idée d'une union civile
donnant les mêmes droits égaux pour tous aurait été une idée à débattre. Trop tard. On est passé, et c'est une promesse du candidat François Hollande, qu'il a réitéré régulièrement. Et globalement, quand on regarde les sondages ici ou là, une majorité de Français, allez, une petite majorité de Français sont plutôt pour. Pour le mariage, mais contre l'adoption. Ça, ce sont les. Ah, mais là, justement, là, là, si sur le mariage, écoutez, personnellement, je ne suis pas marié. Je suis pacsé, j'aimerais bien que ma compagne, mes enfants aient les mêmes droits que les personnes mariées, mais c'est un choix qu'on a fait en famille depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est le cas. Voilà, passons. Mon petit cas personnel ne m'intéresse pas grand monde, mais quand même, je veux dire, moi, et sur l'adoption, toutes les expériences que j'en connais font que qu'on soit couple hétérosexuel, couple homosexuel, les difficultés de l'adoption sont énormes, extrêmement importantes. C'est souvent des choses délicates, difficiles, psychologiquement difficiles, pour les enfants, pour les parents. Quant à la PMA, moi je m'excuse, mais clairement, pourquoi empêcher les couples homosexuels plus que des couples hétérosexuels de passer par la PMA? Sur quel jugement psychologique, même psychanalytique si on veut, peut-on se baser? Moi, je crois sérieusement que les difficultés sont les mêmes, quelle que soit l'origine des couples. Je dis bien les difficultés, des possibilités positives aussi, mais aussi les difficultés. Clément Soudaille de Radio Notre-Dame. Non, parce que c'est un sujet clivant. Enfin, c'est peu vous disiez devenu, qu'on est passé dans l'après Sarkozy qui était très fracturant. Là, c'est quand même un sujet clivant qui divise aussi. Est-ce que c'est vraiment... Mais j'entends bien, mais si on... Mais, clairement, hein, la position de François Bayrou n'est pas la mienne. Enfin, en partie. François Bayrou se bat pour l'union civile, les mêmes droits pour tous. Il l'a dit pendant toutes les campagnes, depuis 2 campagnes présidentielles. Vous savez... J'ai bien écouté, moi, l'ensemble des formations culturelles. Il n'y en a pas une en France hein, qui c'est de la communauté juive, le grand rabbin de France, à la communauté catholique, à la communauté protestante, à la communauté musulmane, et ainsi de suite. Tout le monde. Si on mélange l'histoire du mariage au sens religieux du terme et l'histoire du mariage au niveau civil, évidemment, on tombe dans un débat qui est extrêmement compliqué et qui donne des tensions. J'espère que la manifestation contre le mariage homosexuel ne sortira pas avec des positions radicalisées. J'espère que la manifestation, 15 jours plus tard, de ceux qui soutiennent le mariage homosexuel, ne sortira pas non plus avec des positions radicalisées par rapport à tout cela. Mais je crois que la promesse de François Hollande, il l'a réitérée, il l'a rappelé, sera tenue. Et qu'on rentre là, dans un débat complexe, mais dans une notion... au niveau mondial, extrêmement quand même compréhensible par rapport à l'opinion publique. Dans la question de Romain Masneau, il y avait, est-ce que si c'est un succès, s'il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes dans la rue, est-ce que le gouvernement doit en tenir compte? Je ne vois pas comment il peut en tenir compte. Il doit en tenir compte dans la façon de faire, dans la façon d'appréhender dans la parole donnée, dans la façon de dire aux gens, mais on vous respecte, de ne pas être dans une notion de fracture. Mais sérieusement, hein, l'essentiel de tout cela, c'est bien les mêmes droits égaux pour toutes les familles, quel que soit l'espace familial dans lequel on vit. Corinne Laurent de La Croix. Et jusqu'où pensez-vous qu'il faille aller? Où faut-il placer le curseur? Faut-il, par exemple, ouvrir la gestation pour autrui au couple d'hommes? Ah non, ça c'est autre chose. Je ne l'ouvre pour personne, moi. Alors là, c'est mon avis à moi. Je ne l'ouvre. Vous parlez d'égalité, vous dites... Je ne l'ouvre. C'est au nom du principe d'égalité. Au nom du principe d'égalité, qu'est-ce qui permettrait qu'on refuse à un couple d'hommes d'avoir accès à des mères porteuses plutôt qu'à un couple de femmes? Je le refuse pour tout le monde, moi, pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Je pense que alors là, déjà le cadre de l'adoption, j'en parlais tout à l'heure, est un cadre extrêmement complexe, qu'on peut entendre, hein, qui est même plus que nécessaire et utile, vu le nombre d'orphelins qui existent, et en France et dans le monde. Très bien, mais c'est un cas complexe. Alors là, la procréation par autrui, alors là, on est dans quelque chose qui, pour moi, là-dessus, je pense que ça n'est pas... je sais que ça existe dans d'autres pays, et je dis malheureusement, parce que les gens peuvent aller faire cela, utiliser ce système ailleurs. Je trouve ça extrêmement... j'essaie de peser mes mots par rapport à cela, les dégâts, alors là, peuvent être considérables. Alors, il y a toujours des exceptions par rapport à cela. Si tout ça se passe dans un cadre, allez, employons les mots tels qu'ils sont, familial. Et encore, ça ne gérerait pas tout, ça ne faciliterait pas tout, mais quand même, ça c'est l'exception. Mais dans le cadre vraiment
Vous voyez bien quel est l'espace mercantile dans lequel on peut rentrer avec tout cela. Et alors, complexité mercantile, et puis alors complexité psychologique extrêmement importante et dégâts considérables. Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame. Vous parliez de la promesse du candidat Hollande, mais il y a eu d'autres aussi promesses. Enfin, il y a eu les 75%, dont visiblement on savait que ça ne serait pas appliqué. Il y a eu le non-cumul des mandats. Cumul des mandats. Est-ce qu'il y a des promesses qui sont applicables et d'autres... J'espère que sur le cumul des mandats, les propositions qui sont faites par le rapport Jospin, enfin par la commission Jospin, seront appliquées de A à Z, si ce n'est plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est impératif. Et ce n'est pas très très difficile, puis il y a moins de polémiques. Si, les polémiques sont internes aux différentes formations politiques pour ceux qui essaient d'expliquer que quand même, certes, un peu moins de cumul, ce serait mieux, mais que quand même, il faudrait quand même pouvoir cumuler. Bon, c'est à ce niveau-là, j'espère que ce sera drastique, qu'il ira, et que le gouvernement et que François Hollande ira jusqu'au bout. Romain Masneau de RCF. Une autre question de société délicate, c'est la fin de vie. Le rapport de la mission Sicard entrouvre la porte au suicide assisté. Il établit un distinguo assez net entre l'euthanasie qui est pratiquée par un tiers à la demande du malade et le suicide assisté où l'acte létal est accompli par le malade lui-même. Est-ce que vous diriez, vous aussi, le suicide assisté, pourquoi pas sous certaines conditions, mais non à l'euthanasie? Non, l'euthanasie, oui, évidemment, enfin, de mon point de vue, évidemment. Je crois que la loi Leonetti était à 95%, il faut rajouter peut-être 5%, c'est je crois ce que dit cette commission, hein, ce rapport. Voilà un sujet sur lequel là aussi, dès qu'on rentre dans les espaces cultuels, ça devient évidemment extrêmement compliqué, quoique pas uniquement cultuel. Voilà, moi je pense qu'il faut essayer de voir sagement, progressivement, comment on améliore, si on peut dire cela comme cela, la loi Leonetti. Merci Jean-Luc Benamias. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans un instant. Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour le Face aux chrétiens avec Jean-Luc Benamias, député européen, vice-président du MoDem. Et nous allons, avec vous, parler un peu de l'Europe. Parce qu'on a envie de savoir où en est l'Europe. Alors vous allez être une nouvelle fois interrogé par Corinne Laurent de La Croix et Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir que maintenant, plus de 60% des Français voudraient revenir au franc? Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à faire aimer l'Europe? Comment faire pour faire aimer l'Europe? Je suis inquiet depuis très longtemps, si vous voulez, par rapport à l'Union européenne. Je suis inquiet depuis le refus par les populations françaises et hollandaises de la Constitution. À tort ou à raison, mais ils l'ont refusé. Je suis inquiet quand les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, contrairement donc au refus de ces deux peuples, voire aussi les Irlandais, de passer au traité de Lisbonne. Qu'on est en train déjà, quelques mois après avoir mis en place le traité de Lisbonne, de dire il faut le changer, il faut le transformer. Je suis inquiet par l'incompréhension générale de nos concitoyens, de à quoi sert l'Europe au-delà évidemment de la paix, au niveau des 27 pays, ça c'est très très bien, mais au-delà de cela, chaque fois que je vois mes concitoyens, mes électeurs et électrices et qui me disent à quoi vous servez, je leur dis au niveau du quotidien, j'ai un mal fou à leur expliquer à quoi on sert. On en parlait un peu avant. Je pense que c'est pour ça qu'il faut un vrai budget européen autonome, qui ne dépende pas des chefs d'État et de gouvernement. Donc un vrai budget autonome, ça veut dire des financements autonomes. C'est facile, hein, je vais vous donner quelques exemples. Bon, taxe sur les transactions financières, ça va se faire, très bien. Qui devra financer le budget européen, qui devrait financer le budget européen. Une idée comme ça, que mon idée, tous les pays européens ont de la TVA. On rajoute 0,1% ou 0,2% de TVA sur la TVA déjà existante. Et ça abonde le budget européen, c'est plusieurs milliards d'euros. Ça permet de voir comment nous mettons en place ce qui a été largement oublié. Rappelez-vous, François Hollande est élu, il dit « je vais renégocier avec Mme Merkel » sur l'idée du plan de relance. Vous entendez encore parler du plan de relance? Oui, mais... Des 120 milliards de plan de relance, extrêmement essentiel. Mais Jean-Luc Benamias, oui. C'est pas parce qu'il y aura un budget européen indépendant. Expliquez-nous pourquoi ça va rapprocher l'Europe des Français.
parce qu'on pourra lancer ce qu'on peut appeler un plan Marshall européen, de plan de relance par rapport au transport collectif, je pense au transport ferroviaire, au transport maritime, au transport fluvial, parce qu'on pourra lancer une politique énergétique commune, notamment sur les énergies renouvelables. On sortira de la petitesse dans laquelle nous nous trouvons à chaque fois. Regardez la polémique à laquelle on a assisté pendant cet hiver, là, entre le 24 décembre et le 31 décembre, cet accord bizarroïde signé entre Areva, EDF, l'État français, enfin on ne sait plus très bien, tout ça avait été plus ou moins caché. C'est-à-dire qu'on est encore en train de s'enfoncer, c'est mon point de vue, dans une politique uniquement énergétique de défense du nucléaire, des possibilités technologiques nucléaires françaises, et pas de rentrer globalement dans une politique européenne de volonté de production énergétique mixée, diversifiée. Une question de Clément Soudaille de Radio Notre-Dame. Alors, au niveau de l'aide alimentaire, le programme européen d'aide alimentaire a été sauvé in extremis pour cette année 2013, mais à venir, il y a... C'est un sujet à la fois très important, et à la fois, alors là, il y a bien eu un consensus de l'ensemble des formations politiques démocratiques françaises, de l'UMP, au PS, en passant par le MoDem, les Verts, le Parti communiste, tout ce que vous voulez, sur défendre cette politique d'aide aux plus démunis. 500 millions, il s'agit de cela. Cependant... Il n'y a pas un consensus européen. Bien sûr que non, et pour cause. Pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas de budget. Et parce que si on baisse les budgets, et que... Qui utilise les budgets européens? C'était pris sur la politique agricole commune. Sur laquelle la France s'en tire généralement pas trop mal par rapport à tout ce qui revient dans notre pays. Et donc, les financements étaient pris sur la politique agricole commune. Mais des pays comme l'Allemagne, je ne les défends pas, mais c'est la réalité, disaient, mais nous, on s'en occupe directement dans nos Länder. De toute façon, le processus, c'est pour moi une des situations, je ne dis pas que c'est simple à régler, les plus problématiques. 8 millions de pauvres dans notre pays, plusieurs dizaines de millions de pauvres dans le cadre de l'Union européenne, et on continue comme si rien ne se passait. Et on décide, la politique gouvernementale, j'ai sauté en l'air comme beaucoup, je pense, de nos concitoyens. On augmente le RSA en 5 ans de 10%, 0,43 centimes par jour d'augmentation, si je me rappelle bien. Tout ça est absolument... Comment on fait... C'est le problème, je crois, c'est l'un des problèmes principaux, et de la France et de l'Europe, de ne pas penser que les associations caritatives vont continuer à jouer le rôle incessant, qui est absolument... essentiel, mais incessant, d'augmentation de la gestion de la pauvreté. Donc on est bien dans ce cadre-là, on a défendu tous ensemble le cadre des 500 millions, il faudra y revenir, car s'il n'y a pas de budget européen, à un moment donné, on dira mais non, ça va baisser, comme tous les autres budgets. Romain Masneau de RCF. Il y a quelques mois, la Commission européenne avait dévoilé son paquet pour l'emploi, c'était en avril je crois, avec parmi les principales pistes le salaire minimum, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 6 pays en Europe où il n'y a pas de salaire minimum, dont l'Allemagne. Alors ces propositions ne sont pas contraignantes, puisque tout ce qui relève de l'emploi est du ressort de chaque État. Est-ce qu'on n'est pas là face à une contradiction énorme de l'Europe, puisque par exemple au niveau budgétaire, on sait bien que les contraintes, elles s'appliquent à tous les pays au niveau européen et que ça a des conséquences sur l'emploi. Que peut faire l'Europe pour lutter contre le chômage? C'est le plan Marshall dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Un vrai plan de relance. Des dizaines de milliards d'euros. Jacques Delors à la fin des années 80. Je vous remercie. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire Jacques Delors. Ce que réitère aujourd'hui, mais comme Valéry Giscard d'Estaing tout à l'heure, Jacques Delors ou bien d'autres. De dire, si on fait de la politique de rigueur budgétaire, ce qui est absolument indispensable, je parle pour le fonctionnement, dans le cadre de tout ce qui est investissement, ça n'est pas la même chose. Et je vous le disais, où sont passés les 120 milliards d'euros, parce que je sais où ils sont passés, ils ont déjà été dépensés, pas pour la relance, mais pour l'aide ici ou là, les 120 milliards d'euros du plan de relance qui avait été négocié par François Hollande, avec Mme Merkel. Si on ne met pas en capacité de faire une Union européenne qui réponde aux besoins nécessaires, j'ai déjà dit, sur la technologie, sur la recherche, sur l'énergie, sur la santé, sur les transports, eh bien écoutez, les gens continueront à ne pas aller voter. Et alors les prochaines européennes en 2014, on est déjà passé à 35 ou 40% de votants, je ne sais pas à combien on va descendre. Et le député que je suis, comme d'autres députés, on essaye, nous, de faire pédagogie, d'être présents. On le fait. La plupart, 90% des députés français et d'autres députés européens font bien leur travail, je le dis et je l'affirme. Mais ça ne suffit pas, on est que 74 en France. Corinne Laurent de La Croix, une question. Oui, justement, vous parlez des prochaines élections européennes. Est-ce que le mode de scrutin actuel est satisfaisant, d'abord, premier point, et deuxième point, est-ce que
il est bien de rattacher finalement la nomination de la prochaine Commission européenne à ces élections. Sur la deuxième question, oui. Sur la dernière partie, bien sûr. Très très bien. Oui, C'est ça, une qu'on solution. rapproche. Oui, qu'on rapproche. Bon, on verra qui suit les élections européennes, évidemment. Si c'est que 30%, 25%, ça change un peu les choses, mais c'est bien. Oui, ça c'est bien. Pour le reste, est-ce que le mode de scrutin est bon ? Je ne crois pas. Je pense que nous sommes dans de fausses circonscriptions. Ma circonscription va de Bourg-en-Bresse à Bonifacio. Elle est très jolie, ma circonscription. Hein. Elle est splendide. Je l'adore. Mais bon, quand j'ai vu, allez, en 5 ans de mandat, j'ai la chance de faire un second mandat, allez, 10 000 personnes, 12 000 personnes, 15 000 personnes que je rencontre, universitaires, entrepreneurs, lycéens, étudiants, associatifs, divers. Je n'ai pas rencontré ma circonscription. Et quand vous allez demander à Bourg-en-Bresse, si vous faites un micro-trottoir, s'ils ont vu Jean-Luc Benamias depuis les élections européennes, ils vous diront, bah non, on ne l'a pas revu. Quel système vous proposeriez? Au national et européen. Une part d'européenne, une part de notions européennes globales. Ça a été essayé, ça a été refusé parce que les États-nations sont très frileux, mais une liste européenne présentée globalement et l'autre part au niveau national de chaque État. Clémence Oudaille de Radio Notre-Dame. Alors, parmi les projets européens que vous soutenez à la ligne TGV Lyon-Turin, Oui. il y a des critiques Oui, qui se font à jour, juste titre. notamment à cause de menaces sur la biodiversité, Non, de ça, pollution de l'eau. Non? Attendez. Alors là, c'est bien, on peut s'y arrêter un petit peu. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis issu de l'écologie politique, j'ai même dirigé les Verts pendant de très nombreuses années, je suis toujours écologiste. Mais je ne peux pas à la fois, et je confirme mon opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui sert à rien, qui est inutile, qui est hors d'époque, qui est un projet du XXe siècle, et à la fois dire je suis contre l'avion, et à la fois dire je suis contre le train. Ça ne tient pas. J'en ai parlé avec Denis Cohn-Bendit, avec mes amis verts. Je leur dis, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Que certaines lignes ne soient pas utiles. Je pense à la ligne Bordeaux-Bilbao. Parce que les voies déjà existantes suffisent et qu'en plus elles sont vraiment, pour ceux qui connaissent un peu les Landes et le Pays Basque, ça ne peut pas aller plus droit que cela. Donc, mais que d'autres lignes soient extrêmement utiles. À terme, on n'est pas pressé. Hein, Lyon-Turin, je pense que je ne le verrai pas circuler. Mais l'idée même, comme ce qui a été fait en Suisse, en Autriche, de libérer des voies, pour mettre des camions sur les trains, enfin, au moins les bennes sur les trains, d'avoir des possibilités de circulation hors de l'avion, et passer sur les transports collectifs et les transports ferroviaires me paraît absolument essentiel. Non, biodiversité, je veux bien. À Notre-Dame-des-Landes, oui, ça c'est clair. C'est plusieurs milliers d'hectares qui vont être supprimés, en plus d'hectares de zones humides, donc position par rapport à l'eau. J'ai lu, comme vous, sur le Lyon-Turin. Bien sûr qu'une ligne à grande vitesse élimine quelques espaces. Ça n'a strictement rien à voir entre les espaces qu'on utilise pour un aéroport et les espaces qu'on utilise par rapport à une voie de chemin de fer. Après, j'entends bien, moi, les riverains aussi, où là, c'est assez gênant de voir passer dans son jardin une ligne à grande vitesse. Ça n'est pas... On peut discuter, je crois, des compensations. On peut discuter de savoir si tel ou tel parcours est plus utile qu'un autre. On peut discuter de savoir si gagner 5 minutes est nécessaire ou pas nécessaire. Romain Masneau de RCF. Juste pour revenir sur Notre-Dame-des-Landes, dont vous êtes un opposant, vous l'avez dit, est-ce que... Quelles autres solutions imaginez-vous pour dynamiser, pour désenclaver le Grand Ouest? Il était totalement désenclavé, le Grand Ouest. Mais pour le dynamiser, on sait bien que Nantes va connaître une augmentation de population très importante dans les années qui viennent, etc. Bon, voilà, c'est le nombre d'aéroports qu'il y a par là-bas? Pardon? Le nombre d'aéroports? L'aéroport de Nantes, il est vachement bien. Il est très très bien. Qu'on ne me dise pas qu'il est en milieu urbain, je connais plein d'autres aéroports, et en France, et en Europe, et dans le monde, qui sont encore plus en milieu urbain que l'aéroport de Nantes déjà existant. Pour moi qui le dis, c'est la société Airbus qui est juste à côté de l'aéroport déjà existant, et c'est notamment un certain nombre de syndicats de pilotes, ils sont sur Nantes. Aéroport à Saint-Nazaire, aéroport à Rennes, aéroport à Brest, aéroport à Lorient, aéroport... Attendez, l'espace d'aéroport existant sur le Grand Ouest est largement suffisant, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à dire tout cela. Pour le reste, je suis pour améliorer les dessertes ferroviaires sur la Bretagne et le Grand Ouest, faire que des lignes à grande vitesse existent dans ces territoires, pas pour désenclaver, parce que c'est déjà relativement désenclavé, mais pour aider à la circulation collective et pas à la circulation individuelle en voiture. Corinne Laurent de La Croix. Parmi les autres sujets traités au niveau de l'Europe, les gaz de schiste, quelle est votre position là-dessus? C'est là. Ma position, c'est que tout ce qui est utilisation
de possibilités de production de gaz de carbone, si vous voulez, me paraît absolument peu nécessaire dans la situation dans laquelle nous vivons au niveau planétaire et du réchauffement climatique ou du changement climatique qui est maintenant totalement avéré, sauf pour quelques personnes qui veulent faire abstraction de la réalité structurelle dans laquelle nous sommes. Malheureusement, vous l'avez vu encore à Doha, les choses n'ont pas vraiment avancé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, alors la difficulté, c'est que quand on a sous les pieds, ici ou là, en France comme ailleurs, des capacités immédiates ou quasiment immédiates de production énergétique, la résistance sera très difficile. Je pense que si on peut éviter sérieusement d'utiliser les gaz de schiste, la planète ne s'en portera que mieux. Mais peut-être faut-il tout de même favoriser la recherche. Ah, mais moi je suis toujours pour la recherche. Si vous voulez que, alors en milieu confiné, on n'est pas sur de la recherche sur le terrain. J'ai dit la même chose sur les organismes génétiquement modifiés. Je dis la même chose par rapport à l'utilisation du nucléaire. Si on trouvait des capacités nucléaires, aussi bien en fission qu'en fusion, qui ne produiraient pas de déchets par milliers de tonnes, ça c'est pour la fission, qui ne donneraient pas des catastrophes, parce que celle de Fukushima, les choses passent vite en politique, au niveau social, au niveau international, mais enfin, allez voir au Japon, c'est très 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 loin d'être terminé. Les retombées malheureusement absolument dramatiques de la catastrophe de Fukushima. Catastrophe tsunami, mais catastrophe aussi nucléaire. Donc, bon, par rapport à cela, essayons de voir. Et alors, on est rentré là, en politique en France, dans le cadre de la transition énergétique. J'aimerais que ce soit un peu plus en liaison avec l'Union européenne, mais comme on est invité en tant que député européen, je suis en gros, avec 3 autres députés européens, là pour ça, pour élargir. Je crois qu'on doit aller vers un mix énergétique le plus rapidement possible. Production et le mix énergétique, c'est plusieurs dizaines de situations de production énergétique, notamment d'électricité, au-delà de l'éolien, au-delà du solaire. Il y a tout ce qui existe au niveau marin, tout ce qui existe au niveau hydrolien, tout ce qui existe au niveau production locale, notamment d'huile végétale localisée, la relance, tout le monde en parle, notamment le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, et il a raison, de la filière bois dans notre pays. Voilà, et en Europe, il y a des capacités énormes de production énergétique diversifiées. Merci, nous marquons une courte pause et nous retrouverons Jean-Luc Benamias, député européen et vice-président du MoDem, dans un court instant. Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour le Face aux chrétiens avec Jean-Luc Benamias, député européen, vice-président du MoDem. Il est interrogé par Corinne Laurent de La Croix, par Clément Soudaille de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors Jean-Luc Benamias, en 2007, vous avez quitté les Verts parce que, disiez-vous, il n'y avait pas d'espace politique pour les Verts. Et aujourd'hui, vous êtes au MoDem maintenant. Quand on voit le peu d'espace politique pour François Bayrou, surtout après ses insuccès, disons, au présidentiel, est-ce que vous n'avez pas quitté le MoDem pour aller à l'UDI où il semblerait peut-être y avoir une porte de sortie ? Je ne change pas de maison et de casaque uniquement en fonction d'éléments temporels qui feraient que là où ça réussit, je vais sentir le vent du bon côté. Je n'ai pas quitté les Verts sur la base qu'il n'y avait pas d'espace politique. J'ai quitté les Verts sur des bases à la fois de convergence que j'avais avec eux, mais aussi pas mal de divergence, on l'a vu tout à l'heure, sur la façon d'envisager la politique. Je pense qu'à un moment donné, et mon parcours chez les Verts de 30 années, si ce n'est plus, d'écologie politique, pour moi, j'avais à la fois réussi et raté. C'est-à-dire que, globalement, quand on regarde mes amis Verts, il suffit d'écouter Danny Cohn-Bendit pour voir quelles sont les critiques qu'on peut faire, en positif ou en négatif, à une structure politique qui a du mal à passer le cap réel de comment on passe au stade des réalisations dans une société démocratique. S'opposer, on l'a vu tout à l'heure, cette divergence que j'ai avec eux sur je ne peux pas être contre l'avion et contre le train. C'est pas possible, je n'y arrive pas. Et il y a plein de sujets dans ce domaine-là. Voilà, après, vous savez, pour clore sur mes amis Verts, clairement, là, juste après qu'on soit entre nous, je vais aller déjeuner avec Denis Baupin. Vous voyez, donc on n'est pas, c'est très loin. Je n'ai pas rompu, comme François Bayrou n'a pas lui aussi rompu avec ses amis, ses anciens amis, qui sont pour une partie d'entre eux encore membres de l'UMP, ou pour une autre partie membres de l'UDI. Mais clairement, je me définis comme un, vous savez,
Alors, j'ai pas le titre de son livre, je crois que c'est Les gauches françaises, une histoire des gauches françaises de Jacques Julliard. Je me définis dans le troisième camp de ces gauches françaises, allez, libertariens, démocrates, humanistes, post-marxistes si on veut. Donc je suis... Et mon parcours avec François Bayrou, qui n'est pas terminé, parce qu'en plus, c'est pas... Quand vous parlez de la défaite réelle du mouvement démocrate, c'est aux législatives. Le désaveu était total, c'est pas au présidentiel. Bon, il aurait aimé être président, ça tout le monde l'a compris. Enfin, 9% au présidentiel, ça n'est pas totalement négligeable, ça existe sur la politique. Par contre, aux législatives, ça c'est difficile. Voilà, l'UDI, je leur reproche à l'UDI d'être irresponsable politiquement. Pourquoi ? Parce que la situation, on en parlait au début de l'émission, la situation politique de crise sociale, économique, environnementale en France et en Europe demande à des gens qui font partie de la mouvance centrale d'être responsables. En quoi la politique menée par Jean-Marc Ayrault aujourd'hui ou par François Hollande aujourd'hui en tant que président de la République ne va pas dans le sens de ce que pourrait dire une mouvance centrale, UDI ou MoDem. Mais quel est l'espace politique du MoDem? C'était ça le sens de ma question. Et pourquoi je biaise? Parce que je n'en sais rien. Je vois bien que dans l'opinion publique, le fait qu'on essaye de bouger les lignes est audible, est compréhensible. Je vois bien aussi que la difficulté d'une formation comme le mouvement démocrate, comme le MoDem, dans la compréhension dès qu'il s'agit de polarisation extrême entre deux courants politiques, un courant de droite, un courant de gauche, tout ça, je vois bien que c'est une grande difficulté et c'est pas nouveau. Vous savez à quoi je compare ça? Je compare ça à ce qu'a essayé de faire Michel Joubert au début des années 80. Je compare ça avec ce qu'a essayé de faire M. Chevènement, avec le mouvement des citoyens, fin des années 80, dans les années 90, de bouger les lignes entre les frontières républicaines existant dans le pays. Mais ils ont tous échoué. Pourquoi je compare ça? Voilà. Après ça, est-ce que l'idée même du mouvement démocrate, de faire travailler ensemble des gens qui sont issus de cultures politiques différentes, associatives, syndicales différentes, n'est pas valide? Je pense qu'elle est toujours aussi valide et qu'elle est toujours aussi nécessaire. Corinne Laurent de Lacroix. Oui, alors juste deux questions. Vos anciens amis écologistes doivent-ils sortir du gouvernement? Et est-ce qu'un membre du MoDem doit-il y entrer? Est-ce qu'il serait opportun? Je n'avance pas par soustraction. Je n'en sais rien, c'est leur affaire. Ils se débrouillent très bien tout seuls pour d'ailleurs en polémiquer entre eux. Très bien. Moi, j'avance par addition. Je pense qu'il faut, pour notre pays, dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, je ne vais pas me répéter plusieurs fois par rapport à cela, il n'y a pas que des difficultés, même. Par exemple, j'ai trouvé le discours de François Hollande relativement, je pèse mes mots, vous voyez, mais brillant, à la hauteur. Hein, bon, ça ne répond pas à tout, c'est un discours de rentrée, de nouvelle année, mais enfin, vous le trouvez à la hauteur. Voilà, alors après, il faut voir ce qu'il y aura derrière. Voilà, si nous devons, pourquoi pas, le mouvement démocrate, je dis pourquoi pas, rentrer dans un gouvernement, c'est pas par soustraction, parce que d'autres seraient sortis. Je pense qu'on a besoin de gouvernements de très large coalition. C'est ce que j'espère. Nous verrons se refaire en Italie dans les semaines qui viennent après l'élection nouvelle législative où M. Mario Monti se présente, où le Parti démocrate se présente. Moi, je me situe alors complètement au confluent de ces deux formations, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi bien parce que Mario Monti a fait les efforts nécessaires qu'il fallait faire par rapport à l'Italie, voilà, et d'un autre côté parce que le Parti démocrate italien est vraiment pour moi le mouvement frère avec lequel je me sens en phase. Clément Soudaille de Radio Notre-Dame. Et que pense François Bayrou de votre appel aux démocrates dans la majorité présidentielle? Écoutez, il faut lui demander, mais clairement, j'en discute avec lui, donc je peux vous le dire. Tout ça est fait en bonne intelligence. C'est-à-dire que moi, je considère, et j'assume, je ne demande pas à tout le MoDem de le faire, j'assume avec plein d'autres, on l'a dit tout à l'heure, hein, des dizaines, des centaines d'autres personnes, le fait d'avoir appelé à voter pour, et au présidentiel au second tour, et aux législatives au second tour, pour soutenir la nouvelle gouvernance, j'assume tout cela de A à Z. Ça n'empêche pas d'être critique. Ça n'empêche pas d'avoir une... En plus, c'est assez facile. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Voilà. Donc, j'ai une parole totalement libre. On l'a vu tout à l'heure sur Notre-Dame-des-Landes ou sur d'autres sujets. Clairement, qu'est-ce qu'il en pense? Je pense qu'il suit ça avec intérêt. Lui-même a, évidemment, et c'est normal, des relations directes avec François Hollande, le président de la République. Romain Masneau de RCF. Et comment voyez-vous l'avenir politique de François Bayrou? Est-ce qu'il doit être candidat au municipal à Pau en 2014 ou aux européennes, par exemple? Vous avez bien une petite idée, j'imagine. Oui, j'ai une petite idée. Non, je répondrai pas sur Pau, j'en sais rien.
Ça le regarde alors là, de A à Z. Et Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, par exemple? Je ne sais pas. C'est compliqué quand on a été, comme François Bayrou, déjà ministre et pas de petit ministère, plusieurs fois candidat au présidentiel, je crois que ça fait 3 fois, j'en suis même sûr et certain, de se retrouver dans ce cadre-là. Bon... Moi, je crois que pour alors je m'avance, pour un homme comme François Bayrou, mais je dirais pareil d'un Danny Cohn-Bendit, si vous voulez, des grands postes internationaux, vraiment, de haute responsabilité, me paraîtraient être à la hauteur de leurs capacités. Et j'attendrais d'un François Hollande, président de la République, non pas des offres directes parce qu'elles seraient prises par des petites politiques aériennes, non, de comment faire... Je pense à ce qui se fait régulièrement dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, où on donne des responsabilités extrêmement importantes à des gens qui sont... Enfin, M. Obama et Mme Clinton, c'était largement... c'est quasiment du niveau de l'insulte. Voilà. Est-ce que je dis ça? Donc Bayrou, ministre... non, c'est pas ministre, vous voyez. Non, quoi, Mais commissaire ce serait quoi? Non, un poste quoi? D'ambassadeur? Ambassadeur, oui. Non, il y a plein de choses à inventer. D'ailleurs, je pense sérieusement que j'aspire à ce qu'un François Hollande soit un peu plus inventif, un peu moins statique dans le fait que la République marche comme ça. Elle ne marche pas plus mal avec François Hollande qu'avant. Je veux dire, les choses tournent, à peu près. Enfin, bon an, mal an, elles tournent. Et non, un peu plus inventif. Je ne vais pas vous dire que ce sera ministre, j'en sais rien. Je pense que il peut l'être, mais ça n'est pas à la hauteur. Je ne vais pas vous dire que c'est ou commissaire, je ne sais quoi. C'est pas à la hauteur. Je vais pas vous dire que c'est ambassadeur. C'est pas forcément à la hauteur. Il y a plein de possibilités existantes, d'inventions politiques existantes au niveau national et international pour faire que, c'est pas pour rien que je vous parle d'Annie Cohn-Bendit, il va décider sans doute, Danny, de ne pas se représenter. J'ai l'impression qu'il va s'y tenir. Mais enfin, pas utiliser Annie Cohn-Bendit, c'est aussi stupide que pas utiliser François Bayrou. Clément Soudaille de Radio Notre-Dame. Et alors vous-même, en 2014, vous serez candidat à Marseille ? Oui, je serai candidat à Marseille sur une base que j'ai déjà proposée depuis plusieurs semaines, de participer à une primaire avec l'ensemble des forces d'opposition pour non pas... je parle de la suite après Jean-Claude Gaudin. Donc je suis candidat à une primaire en tant que mouvement démocrate, comme mes autres camarades du mouvement démocrate à Aix sont candidats à la même primaire, mais sur Aix. Mais comment voyez-vous l'électorat centriste participer à une primaire à gauche? Ça s'est jamais fait jusqu'à présent. Comment l'électorat de la mouvance centrale en Italie participe aux primaires ici ou là, notamment du Parti démocrate ou de la mouvance démocrate en Italie? Comment les gens qui ont suivi ce qu'avait... non pas l'appel que j'ai fait moi, mais pas le vote de François Bayrou au présidentiel, en gros ça s'est partagé en deux, 40% François Hollande, 40% Nicolas Sarkozy, 20% d'abstention ou de vote blanc. Clairement, comment les gens suivent, voilà. On prend nos responsabilités. Après les gens suivent, je veux dire, on n'est pas indicateur, on n'est pas dans l'urne pour voir comment les gens vont, dans l'isoloir, pour voir comment les gens vont voter, mais je crois qu'il faut être direct par rapport à cela. Corinne Laurent de la Croix. Alors comment observez-vous l'arrivée de Bernard Tapie sur la Canebière? Est-ce que cela vous fait peur qu'il soit éventuellement candidat à la mairie de Marseille? Tapie ne me fait pas peur, du tout. Après, on verra déjà, chaque chose en son temps. Comment Bernard Tapie gérera les journaux qu'il a, entre guillemets, rachetés dernièrement. Il faut quand même se rappeler qu'il les a rachetés avec l'argent de nos impôts, clairement, quelque part. Mais enfin, bon, passons, on verra déjà comment il gère ça. Quand il aura géré ça, et quand on verra comment les rédactions réagiront, comment le public, les lecteurs et lectrices réagiront, on verra si Bernard Tapie a d'autres velléités. Pour l'instant, il nie qu'il a les velléités de se représenter ou de se présenter. Dont acte. Romain Mazenot de RCF. Alors d'un côté, il y a l'UDI qui assume clairement son alliance avec l'UMP, de l'autre le MoDem qui lorgne de plus en plus sur la gauche. Est-ce que ce n'est pas la preuve finalement que le centre indépendant, ce n'est pas viable à terme et que les alliances sont obligatoires? Moi je crois que c'est la preuve qu'il faut de la recomposition politique et qu'elle n'est pas terminée. Je crois que alors c'est long, la recomposition politique, l'histoire française et de la République française est assez, à ce niveau-là, le système présidentiel, tout ça fait que c'est extrêmement compliqué. Moi, c'est la preuve de rien. Les partis politiques sont des choses qui ne sont pas ad vitam aeternam et existantes. Le mouvement démocrate peut évoluer.
On verra ce que devient l'UDI quand elle se constituera réellement en parti politique entre ces 18 petites ou moyennes fractions à l'interne de directions délicates et difficiles. On verra ce que deviendra l'UMP après le second vote par rapport à la présidence de l'UMP. On verra les complexités du Parti socialiste après les exercices difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui par rapport à des politiques gouvernementales qui sont plus social-démocrates que socialistes. On l'a vu tout à l'heure. On verra comment le front de gauche arrivera à se mettre d'accord entre le Parti communiste, le Parti de gauche, et encore là aussi 7 ou 8 autres fractions qui font le front de gauche. On verra comment, malheureusement, le Front national augmentera ses capacités, ou on arrivera à combattre sérieusement toutes ces idéologies néfastes. Voilà, la composition politique, elle n'est pas figée. En tous les cas, l'idée même du mouvement démocrate par rapport à ça, et d'un certain nombre de gens comme moi qui l'ont confondé ou qui ont adhéré, c'est bien de bouger les lignes par rapport à tout cela et de ne pas rester dans une situation figée, bon, même si le système présidentiel à 5 ans pousse évidemment à des logiques beaucoup plus brutales. Corinne Laurent, Delacroix. Oui, justement, pour accéder à une recomposition politique, est-ce que vous appelez François Hollande à être plus inventif? Est-ce que vous l'appelez à être plus audacieux en proposant une large proportionnelle? Ça, je crois qu'à un moment donné... Alors vous savez, c'est un sujet très politique, ça. Très politique. Pas négatif au niveau politicien, mais très politicien. Les gens sont pour la proportionnelle. Si elle est faite, ils seront d'accord. Ce n'est pas le sujet central des préoccupations de nos concitoyens. Oui, bien sûr qu'il faut une proportionnelle sur les 120 députés qui fassent du rattrapage par rapport aux partis politiques. Alors là, démocratiques ou pas démocratiques, je pense au Front National, qui ne sont pas représentés à leur juste place dans l'Assemblée nationale. C'est une aberration française, hein, quand on regarde l'ensemble des situations européennes, que l'ensemble des grands courants politiques existants du pays ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Dites-moi, comment au final vous jugez l'action de M. Hollande en tant que centriste? Parce que l'électorat centriste, lui, est plutôt réservé. Et plutôt réservé quand on regarde les sondages. Vous, qui êtes quand même en marge de ce mouvement centriste, puisque vous êtes un peu sur la gauche, qui n'est pas la majorité de cet électorat, comment vous arrivez à convaincre les centristes que ce gouvernement se défend pas mal? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'ils y font pas mal. Je dis qu'ils pourraient faire mieux. Je dis qu'il y a... je suis surpris, hein, comme vous tous, comme tous les observateurs extérieurs, puisque je suis extérieur à tout cela, par le côté... un peu d'amateurisme, ça va, un peu d'erreur, de choses. J'étais déjà intervenu par rapport à cela il y a plusieurs semaines en disant, bon, allez, on va laisser passer un peu de temps, ils apprennent. Mais à un moment donné, ça devient... Vous voyez, vous revenez à chaque fois comme si j'étais... Je ne me considère pas comme centriste. Je travaille avec des centristes. Je suis au mieux avec des personnalités qui sont issues de la mouvance du centrisme. Je ne suis pas issu du centrisme, moi. Je suis issu de l'écologie politique et de la gauche autogestionnaire et humaniste. Je ne suis pas devenu... J'ai pas changé par rapport à cela. Je pense que notre pays a besoin d'élargir ses bases de gouvernance. Et dans ce cadre-là, je crois qu'une bonne partie de l'opinion publique, ça se voit sur plein de sujets, est tout à fait en phase avec cela. Corinne Laurent, Delacroix. Notre point, outre le cumul des mandats, le droit de vote des étrangers, quelle est votre position là-dessus? Vous vous rendez compte que ça fait depuis 81 que chaque fois, un président ou un candidat socialiste dit on va mettre en place le droit de vote des étrangers, puis alors il l'affirme. Hein. Pendant la campagne, ils n'ont pas cessé, hein, plusieurs fois. Et à chaque fois, on commence et on revient en arrière. Ça devient insupportable. Insupportable. Alors je sais bien qu'il faut une majorité au niveau de l'Assemblée, une majorité des 2/3 pour arriver à un vote et à un changement de constitution. Mais ça aurait dû se faire immédiatement. Car dans les promesses de François Hollande, là aussi, c'était marqué. Les gens, quand ils votaient François Hollande, ils savaient qu'ils votaient pour le droit de vote des étrangers. Il est quand même tout à fait incroyable, incorrect de laisser voter nos concitoyens européens dans les élections municipales et de ne pas laisser voter ceux qui sont au sud de la Méditerranée. Il est incroyable d'entendre des hommes et des femmes politiques, je pense à Jean-Louis Borloo par exemple, qui décidaient, qui disaient il y a quelques mois, il y a quelques années, nous sommes pour le droit de vote des étrangers, puis dès qu'il s'agit de le faire, ils disent non, absolument pas, c'est pas le moment. Ça n'est jamais le moment. Et je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre trop en avant, justement, régulièrement, il faut le faire. Parce que plus on attend, plus les choses sont délicates à mettre en place. Or, quand on aura mis le droit de vote étranger, ça arrivera un jour aux élections locales. Je crois qu'on s'apercevra que ce n'est pas la bousculade.
que les gens veulent bien y participer. Ce qu'il faut favoriser, je termine là-dessus, c'est la naturalisation facilitée par rapport aux personnes qui demandent à être conçues, être respectées comme appartenant à la République française. Ça se travaille, Manuel Valls l'a travaillé, comment on fait par rapport à tout ça, mais faciliter cette notion de républicaine. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc Benamias, député européen et vice-président du MoDem. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette petite heure. Si vous voulez retrouver l'intégralité de l'émission, rendez-vous sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO, bien sûr. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau Face aux chrétiens.